Merci à l'École des Chartes, merci surtout à toi Frédéric pour cette invitation qui m'honore grandement. Et mon honneur et mon plaisir redoublés par le fait, déjà mentionné maintenant, qu'une partie des recherches dont j'irai parler remonte à un premier séjour que j'ai eu à l'École des Chartes en 2005-2006, qui a été l'un des années les plus productifs de ma vie. Ça, je l'avoue. Et vous pouvez donc imaginer avec quel plaisir je reviens à l'école. Alors, merci de nouveau à l'école et à toi, Frédéric, pour cette invitation. Au cours de la prochaine heure, je voudrais essayer de donner un aperçu sur la prévôté de Paris en tant qu'acteur linguistique au IIIe siècle. J'ai choisi ce sujet car actuellement, là aussi, M. Duval vient de l'expliquer, ça fait partie d'un projet des plus anciens documents linguistiques de la France. Et pendant ces travaux, je m'aperçois de plus en plus que l'importance institutionnelle de la prévôté de Paris est relativement bien documentée et a été analysée en profondeur dans une perspective historique. Les études sur son rôle d'acteur linguistique à Paris et en France, au moins pour le XIIIe siècle, sont encore rares et très partielles. Pourtant, la prévôté est, à côté de la chancellerie royale, et plutôt que celle-ci, la deuxième grande institution royale parisienne qui, par son utilisation du français, a fortement influencé l'aspect linguistique de ce qui deviendra un jour le français standard. Pendant ma conférence, je voudrais donc m'efforcer de situer les sujets au sein de l'ensemble de la production écrite en français à Paris au XIIIe siècle, donner un aperçu de l'utilisation du français à la prévôté à partir des données dont je dispose actuellement, présenter les plus anciens documents en français de la prévôté du point de vue de leur contenu et de leur forme diplomatique, et à la fin fournir une analyse des caractéristiques linguistiques les plus saillantes de ces documents, en particulier du lexique employé. Naturellement, je reste à votre disposition pour des questions ou des explications à tout moment. N'hésitez donc pas à m'interrompre. Passons donc directement au premier point. La production écrite en français à Paris au XIIIe siècle. Il est bien connu qu'à Paris, la production écrite en langue vernaculaire est relativement tardive par rapport à d'autres villes ou régions du domaine de l'île. C'est un constat sur lequel toutes les histoires de la langue française concordent. On a longtemps considéré comme les premiers textes littéraires vernaculaires parisiens ceux de Henri Dandely, dont l'activité rédactionnelle se situerait entre 1224 et 1237, et de Rudebeuf, entre 1230 et 1285. Mais une nouvelle analyse de leur ouvrage dans une perspective cryptologique a amené à estimer que le premier faisait usage d'une scripta d'ascendance normande et le deuxième d'une scripta picarde, laissant transparaître des traces de son origine. Je cite François Zuffery pour Henri Dandely et Martin Glesken pour Rudebeuf. Le premier ouvrage non documentaire, rédigé de façon certaine dans un script parisien, serait donc plus tardif, en l'occurrence la traduction 1 du Codex de Justinien, on voit ici les manuscrits conservés à Lyon, et la Bible française de Paris qui date d'environ 1260. Les premiers textes relevant de la scripta du documentaire et à l'état actuel de nos connaissances, cette notification de Louis IX qui a fait un accord, ou qui a réglé un différend entre les comtes de Champagne, Thibaut en même temps aussi roi de Navarre,
et les Templiers pour déterminer si ceux-ci avaient besoin ou non du consentement du comte pour acquérir des biens immeubles dans les comtés de Champagne et de Brie. Alors ici, c'est un document de 1241. La scripta parisienne est donc caractérisée par son caractère tardif. B. Par l'effet peu fréquent, à vrai dire, dans le domaine de Hill, que l'écrit vernaculaire de la pratique précède ici l'emploi non documentaire. Non documentaire, je ne voudrais pas l'appeler littéraire, mais à la fin, c'est tout ce qui a été écrit avec une certaine ambition esthétique. Et à la fin, pour le développement relativement lent de deux emplois, tant documentaires que non documentaires, qui n'atteignent une certaine importance quantitative que vers la fin du XIIIe siècle. Les raisons de cette situation particulière ont fait l'objet de plusieurs réflexions. Tout d'abord, il faut souligner que Paris avait les réseaux de scriptoria les plus denses du royaume de France. Et par conséquent, une production textuelle extrêmement développée. Le fait que celle-ci soit restée si longtemps exclusivement latine est généralement expliqué par la tradition ecclésiastique de cette chancellerie. Pour ce qui concerne la rareté des emplois non documentaires, elle est aussi due à la présence du pouvoir royal à Paris. Serge Lusignan a souligné que le roi Louis IX, Philippe III et Philippe IV étaient peu enclins à la littérature fictionnelle. Ils faisaient donc défaut comme mécènes. Les peu d'ouvrages français qu'ils ont commandités sont plutôt à attribuer au genre des miroirs des princes. Manquait à Paris un pouvoir seigneurial qui, dans d'autres régions, avait assumé ce rôle de mécène de la production littéraire en langue vernaculaire. Avant que la bourgeoisie parisienne ne se fasse promotrice de la littérature vernaculaire, dans le dernier quart du XIIIe siècle, cette dernière avait pour foyer principal les milieux universitaires. Et ça, c'est une trouvaille de Serge Lusignan assez importante parce qu'on avait l'habitude de définir l'université comme une ambiance purement latine. Ce n'était pas comme ça. En dehors des cours de l'université, les Français étaient employés. La scripta parisienne se présente comme une scripta chronologiquement secondaire qui semble accueillir des influences de l'extérieur jusqu'à la fin du XIIIe siècle. C'est du moins l'explication qui semble actuellement la plus plausible pour la présence des trois traits graphiques macroscopiques dans la scripta parisienne qui ne reflètent pas le substrat dialectal générateur local, c'est-à-dire la présence de graphies OI et EU, ainsi que du morphème ion, la première personne du subjonctif pluriel de l'imparfait et du conditionnel, au lieu des formes EI, OU et IENS, qu'on peut présumer originaires ici à Paris. S'ajoutent les morphèmes O et AU, résultant de Ellos, Ellis, au lieu de la forme locale Yao, qui était la forme parisienne, écrite Yao, prononcée Io, qui pourrait même avoir été repris de la scripta anglo-normande. Et je reprends ici l'argumentation en ce sens de Klaus Grübel, qui pourtant demeure très prudente sur ce point-là. Ce n'est qu'à partir du XIVe siècle que la scripta parisienne s'est traduite à son tour dans une variété exemplaire qui s'imposera dans le siècle à venir.
dans la littérature de 5, 6, 7 dernières années, il y a une grande discussion à propos de ces traits. Est-ce qu'il est possible qu'il y a à Paris des traits importés qui sont écrits sans être parlés ici ou pas? Alors, il y a deux grandes théories. Il y a la théorie très connue de Loche, qui dit que les formes se sont mêlées à l'oral à Paris, et après, ils ont été écrites. Il y a une théorie dernièrement déployée par Klaus Grübel, qui dit que toutes ces formes-là, alors OI au lieu de EI, et U au lieu de OU, ont été des graphies, purement des graphies, et de l'écrit, ils se sont transmis à l'oral. Alors malheureusement, on n'a pas une documentation orale du parisien du XIIIe siècle, mais ce que je peux ajouter, c'est que l'expérience des langues qui sont standardisées aujourd'hui montre bien qu'on peut écrire pour des décennies des formes qui diffèrent de la prononciation locale. Alors, ce n'est pas nécessairement nécessaire qu'une forme ait été parlée à Paris pour être écrite à Paris. De l'autre côté, on peut bien se demander pourquoi une chancellerie comme la chancellerie royale ou la prévôté devait s'entrer dans la situation d'utiliser une graphie qui n'était pas aussi une forme présente à l'oral de Paris. Alors ça, c'est une chose qu'il faut encore déterminer. Probablement, la vérité est au moyen des deux théories. Alors, si la chancellerie royale et si la prévôté arrivent à utiliser les deux choses, probablement une certaine présence à l'oral était déjà établie à Paris, au moins comme variété diastratique, mais à nouveau, c'est pas dit. On peut vraiment écrire pour des décennies des choses qu'on ne prononce pas. Ce que je voudrais aussi ajouter, et vous voyez que j'ai la masque qui me descend, mais si je la mets, ça m'excuse, ça n'a rien à faire avec la conférence, si je la mets sur le nez, ça va sombrer les lunettes, alors je n'arrive plus à lire, alors si vous excusez, je tiendrai le masque comme ça. Alors, il y a eu une certaine renaissance des études sur les origines du français standard dans les 20 années dernières, pour à la fin s'opposer à la théorie qui n'a jamais fait l'unanimité de Gaston Paris, que les Français avaient cette origine monotopique ici à Paris. Alors, tous les théories actuelles parlent pour une origine du français standard mélangée entre plusieurs dialectes, mais où tous concordent, c'est que le français standard est né à Paris. Alors, pas que ce soit des Parisiens, mais que le français standard naît à Paris. À ce point-là, c'est important de savoir la forme utilisée à Paris, comme on écrivait, surtout à Paris. Et jusqu'à récemment, il n'y avait pas de documents pour prouver quelle était la langue écrite à Paris, parce que, oui, on mêlait entre documents vraiment rédigés à Paris et documents du XIVe siècle, rédigés dans une langue neutre, mais qui couvraient déjà tous les domaines de l'île. Ça n'avait plus rien à faire avec Paris directement. Désormais, avec les études qui ont été faites, on a fait quelques pas, des grands pas, on a avancé, parce que désormais, il est possible de dresser une liste probablement exacte, exhaustive, des témoins textuels rédigés dans une scripta parisienne au XIIIe siècle. Alors ça, c'est possible. Deuxièmement, on est en train d'éditer ces documents.
Alors, pour le corpus juris civilis, c'est Frédéric à nouveau qui travaille. Pour la prévôté, la chancellerie royale, j'espère de terminer les travaux ici bientôt. Quand même, il y a des ensembles textuels qui, à mon grand étonnement, n'ont jamais fait l'objet d'une édition intégrale. Alors, la Bible de Paris, que c'est quand même la plus ancienne, si je dis bien, traduction d'une Bible dans une langue occidentale, surtout dans une variété d'Oïl, elle n'a jamais été éditée entièrement. Même chose pour la chronique de Saint-Denis, là aussi, ça n'a jamais été édité dans sa totalité. Et la dernière édition du livre des métiers d'Étienne Boileau, elle aussi date de 1880, je pense. Alors là aussi, une édition qui tient compte de critères philologiques modernes, ça s'imposerait. Bien, alors ça signifie que ce qu'on a dit jusqu'à maintenant de la Scripta de Paris, ça reposait ou sur des sources pas sûres, pas complètement sûres, ou sur des corpus partiels. Je me réfère surtout au seul travail scriptologique vraiment dédié à la Scripta de Paris en tant que quel. C'est un travail très daté de Ernst Metzger de 1890. 1880, 81. Mais là, il mêle toutes les sources qu'il a à disposition, anciennes, nouvelles, Paris, centre, tout ça pour lui c'est Paris. Et il y a des études plus modernes, par exemple l'étude sur une partie de la Bible de Paris, de Perk, ou les études de Gossen, mais là aussi, ou les corpus partiels, où on mêle Paris avec les grands centres d'où ces productions textuelles arrivent. Alors, il y a plein de travaux encore à faire pour déterminer avec exactitude quelle était la langue écrite à Paris au XIIIe siècle. Mais, à fur et à mesure, pas après pas, on y arrivera. Alors ça, je l'ai dit, l'inventaire des témoins textuels qui ont été capables désormais de faire des projets d'édition. Et on est aussi en train de définir les critères qui caractérisent la Scripta de Paris par rapport aux autres scripta. Bien. Je passe maintenant au deuxième point de cette conférence, la prévôté de Paris comme lieu d'écriture. Alors, si je parle maintenant de la prévôté, ce sont des choses qui ici à l'école sont bien connues. Pour donner l'ensemble des informations, je répéterai que la prévôté, mais à nouveau, c'est connu, c'était l'institution qui représentait les pouvoirs royaux dans la capitale, et ça jusqu'à l'abolition en 1792. Les prévôts étaient les principaux officiers du roi à Paris. En particulier, il réunissait dans sa charge, seul parmi tous les prévôts du royaume, deux fonctions distinctes, celle du prévôt de la châtellenie prévôté de Paris et celle de bailli de chaque châtellenie prévôté de la vicomté de Paris. Alors, les prévôts de Paris étaient les seuls baillis prévôts qui existaient. Tous les autres étaient ou prévôts ou des baillis. Les prévôts de Paris étaient donc, malgré la modestie de son titre, un bailli à tout point de vue. D'autre part, il devait partager la gestion des affaires de la ville avec les prévôts des marchands, lui-même assisté de 4 échevins, expression de la volonté de la bourgeoisie de participer au pouvoir. Les prévôts royaux et la prévôt des marchands étaient à la tête de deux administrations distinctes, siégeant l'une au Grand Châtelet, dotée de compétences d'ordre plutôt juridictionnel, policier
et militaire, c'était la prévôté. L'autre est l'hôtel de ville, avec des compétences essentiellement administratives, économiques et commerciales. C'est d'une façon très schématique. Il y a, je pense, une série d'arguments qui amènent à la conclusion que la prévôté de Paris a dû être un lieu d'écriture déterminant pour le long processus qu'a représenté la Constitution, puis l'expansion d'une connue royale qui est la base du français standard moderne. Et je passerai à ces arguments tout de suite. Dans ce processus, il y a certains éléments cruciaux qui ont été signalés depuis longtemps par les spécialistes. Par exemple, le fait que la prévôté de Paris passe à l'usage systématique du français dans ses actes à partir de 1260. Là, ça semble vraiment à venir d'un jour à l'autre. À la prévôté royale, le passage du latin au français, ça dure presque 7 décennies, de 1240 à 1330. Ce n'est juste qu'en 1330 que le français gagne la première fois la majorité des actes à la chancellerie royale. À la prévôté, ça semble vraiment passer d'un jour à l'autre, du latin au français. Alors c'est étonnant, parce que tout ce que vient d'un jour à l'autre est étonnant et on cherche des explications. Alors, à mon avis, et je suis ici aussi la littérature, surtout Serge Lutignon, c'est évident que ça a dû venir sous impulsion du roi. C'était pas possible que le prévôt décide une chose comme ça toute seule. Alors, si la prévôté passe d'un jour à l'autre à l'usage du français, évidemment, ça a été, je dirais, par ordre du roi. Mais cet ordre du roi, comment est-il justifié? Alors, il y a une explication qui dit que le roi voulait que la prévôté fasse de la concurrence aux notaires de l'officialité. Et l'officialité de la chrétienté utilisait le latin. Maintenant, si la prévôté passe au français, c'était une concurrence. Et on voit que ça a très bien marché parce que avant l'officialité, ça avait presque les monopoles pour la rédaction des actes de la juridiction gracieuse. Et après, ça décline très vite. C'est la prévôté qui gagne beaucoup. Une autre explication, c'est la proximité de la prévôté avec le monde des marchands. Et eux, ils préféraient, à ce qu'on peut voir, l'usage du français à celui du latin. Après, ici, c'est une argumentation de Klaus Grübel, il y avait aussi un intérêt économique. La rédaction de chaque acte comportait des frais à verser, et plus d'actes que la prévôté rédigeait, plus de frais et de taux qu'elle encaissait. Et à la fin, oui, pour les publics qui s'adressaient à la prévôté pour les actes de la juridiction gracieuse, on peut vraiment dire que le français était plus compréhensible, bien que la langue des actes reste quand même une langue juridique, ce n'est pas une langue banale de tous les jours. Et à cette argumentation ici, je ajouterai une à moi. J'avais exprimé l'avis qu'il serait plausible de lier les choix de la prévôté aux pratiques linguistiques des échevinats flamandes, qui, eux, ont utilisé dès le début le français. Pourquoi à Paris l'exemple des échevinats flamands? Parce que quand la prévôté en 1260
est réorganisé par Louis IX. Plusieurs pratiques de l'échevinat, je ne savais pas, alors, plusieurs pratiques de l'échevinat flamand ont été copiées, vraiment copiées, mais ça restait quand même étonnant qu'on allait en Flandre à copier quelque chose. Le problème est que l'équivalent exact des échevinats flamands, ça serait la prévôté des marchands, ici à Paris. Mais la littérature historique disait que cette prévôté des marchands n'était réorganisée qu'en 1263, alors après la prévôté. Et ça ne marchait pas, sachant qu'en 1263, il y a le premier prévôt des marchands qui est documenté, Évrard de Valenciennes. Mais je viens de lire le livre de Boris Boff, qui, à lui, il n'est pas tellement récent, mais je viens de le découvrir maintenant. Et lui, il avance la réorganisation de la prévôté des marchands aux années 1250-55, alors juste après le retour de Louis IX de la croisade. À ce point-là, c'est la prévôté des marchands qui était réorganisée en premier lieu. Et là, je pense qu'on a copié les prévôtés, les échevinats flamandes. Et à partir de la réforme de la prévôté des marchands à Paris, Louis IX, comme la légende récite, a réformé la prévôté. En ce moment-là, l'usage du français a été introduit. C'est l'explication que, au moment, me semble très, très plausible. Bien. Il y a un deuxième pas très important, c'est après 1280, parce que là, il y a eu cette fameuse ordonnance de Philippe III qui concernait la réforme de tous les autres prévôtés dans le domaine du droit coutumier. Et on a longtemps attribué à cette réforme-là la diffusion du français parisien au reste du royaume. Et désormais, je pense que cette ordonnance et la réforme des prévôtés dans le reste du royaume, sur l'exemple de la réforme de la prévôté de Paris qui a eu lieu 20 ans avant, a sûrement eu une influence linguistique, ça c'est sûr, mais pas au point qu'y pensait Jacques Monfrin de pouvoir arrêter l'édition des actes, parce qu'après 1280, il n'y a plus de formes dialectales dans les actes. Alors ça, à l'époque, a sûrement été surestimé. On voit bien que la langue de Paris ne commence à se diffuser que dans le premier quart, au mieux encore dans le deuxième quart du XIVe siècle. Alors, il y a vraiment un décalage entre cette réforme des institutions et la diffusion du français parisien par les moyens des prévôtés dans le nord de la France. Mais au XIVe siècle, c'est vraiment aussi la prévôté de Paris qui participe à cette diffusion. Et ça, probablement, par une chose encore pas bien étudiée, sous Philippe IV, la prévôté de Paris commence à avoir compétence, même en dehors de la prévôté et de la vicomté de Paris. Avant, elle n'était compétente que pour son domaine. Après, à la prévôté de Paris, se passent des actes qui concernent tout le royaume de la France. Et ça semble être le moment
où la langue de la prévôté de Paris commence à se diffuser sur tous les royaumes de la France. Je disais, c'est un processus pas encore bien étudié. Il semble lié avec une valeur particulière qui a été donnée au sceau de la prévôté de Paris. Bien, alors ça pour le processus en tant que processus. Pour décrire la langue même de la prévôté, oui, jusqu'à maintenant, il manquait le corpus des actes édités. Alors, je suis venu à Paris il y a 2 semaines. Je connaissais 242 actes de la prévôté de Paris, écrits entre 1260 et 1300. Et de ces 242 actes, seuls 51 étaient édités. Alors, une partie très très petite. Et on connaissait cette partie d'actes édités parce que Dees les utilisait pour documenter Paris dans son atlas. Mais là aussi, Dees n'utilise que 39 actes. Alors, même 39 par rapport à 242, c'est une partie des actes édités très très petite. Alors, je pense que l'édition intégrale, si je y arrive, des actes de la prévôté du XIIIe siècle donneront des informations nouvelles. La liste que vous voyez ici, c'était l'état des choses avant mes recherches dans les archives. On voit à nouveau que l'usage du français à la chancellerie royale précède l'usage du français à la prévôté. Alors, il y a des documents de la chancellerie royale entre 1241 et 1260 en français, que 4, mais quand même 4 documents. Et la chancellerie de la prévôté commence en 1260, mais après, on voit bien que l'usage du français à la prévôté va doubler, tripliquer l'usage en même temps à la chancellerie royale. Et c'est la raison que, oui, me fait affirmer que c'est la prévôté le moteur de la standardisation de la langue de Paris. Ce n'est pas la chancellerie royale, c'est vraiment la prévôté. Maintenant, je vais vous montrer. Alors, à nouveau, pour le XIIIe siècle, je connaissais 119 actes en français de la chancellerie royale, plus du double de la prévôté de Paris. Maintenant, et ça un petit peu me fait peur, c'est le résultat de 2 semaines aux archives et à l'IRHT du Corpus Philippicum. Vous voyez, les documents en français de la chancellerie royale sont restés 119, mais les documents en français de la prévôté sont désormais 667. Et je ne parle que des originaux conservés. Alors, on a plein de informations, des copies tardives, mais pour mon analyse, qui c'est vraiment la langue comme elle était écrite au XIIIe siècle, je n'utilise naturellement que des originaux, mais on voit bien que vraiment c'est la prévôté, les grands centres d'écriture en français ici à Paris, pour ce qui concerne les actes de la pratique, comme on dit. Quand même, j'ai un petit souci pour les premiers 10 ans, alors entre 1261 et 1270, parce que c'est vrai qu'il n'y a qu'un document de la chancellerie royale, mais il y en a quand même presque 200 écrits en latin de la chancellerie royale. Alors, elle produisait au moins 20-25 documents par an qui ont été conservés. Pour la prévôté de Paris, pour l'instant, je n'arrive qu'à 16 documents pour 10 ans. Alors, où ces documents ont disparu parce que les contenus n'étaient pas tellement importants,
où, malheureusement, pour cette décennie, il n'y a pas des inventaires tellement magnifiques. J'utilise toujours cet adjectif magnifique comme le Corpus Philippicum pour les 2 décennies du règne de Philippe IV, là où on voit vraiment où il y a des centaines et des centaines d'actes qui ont été recensés. Une dernière chose pour les tableaux que j'ai montrés avant, il y a 2 innovations, je pense, par rapport à la littérature actuelle. Ça n'a pas été Étienne Boileau qui a changé au français. Ça, on les lit partout, mais ça a été son prédécesseur. Ça a été Pierre Gontier, le premier prévôt à Paris qui a utilisé le français. Et la deuxième chose, oui, on peut vraiment dire que c'est en juin 1260 que la prévôté passe au français, parce que la littérature avant, on dit autour de 1260, il y a même des ouvrages plus anciens qui disent entre 1235 et 1270. Alors maintenant on peut vraiment individualiser, c'est les juin de 1260 où ces passages arrivent. Bon, maintenant, et je vois aussi que le temps avance très vite. Une très très rapide panoramique d'actes, des photos d'actes qui sont sortis de la prévôté. Ici, c'est les plus anciennes. C'est les plus anciennes, juin 1260. C'est Pierre Gontier qui rédige cet acte. Et c'est une simple confirmation d'une vente. Alors, rien de dramatique. Des documents comme ça, on les faisait en latin avant, et d'un jour à l'autre, on passe au français. Il est conservé à la série S des Archives nationales de 1241, et c'est vraiment à la série S qu'il y a la grande majorité de ces documents de la prévôté de Paris. Et on verra aussi comment la mise en page va changer, comment la forme, l'écriture va changer. Ça, c'est déjà Étienne Boileau, une année après. On voit c'est un autre type d'écriture. Ça, c'est la série L des Archives nationales. Les prochaines, c'est Renaud Barbou, qui est pourtant l'un des prévôts qui donne la majeure impulsion à la juridiction gracieuse, à la prévôté. Après, c'est Jean Les Saunier, Guy de Metz. Alors, on voit que les actes deviennent de plus en plus professionnels, je dirais. L'écriture qui est vraiment beau, je dirais. Ce n'est pas encore les chartes d'apparat de la chancellerie royale, mais ça va se rapprocher de ça. Ça, c'est Gilles de Compiègne, Audouard de la Neuville, Renaud Lécrin, Jean de Montigny, Jean Le Marle, Guillaume de Angeste. Et maintenant, on est vraiment avec les chartes d'apparat, très bien décorées aussi. Ça, c'est Jean de Saint-Léonard, et à la fin, Guillaume de Thibault, lui seul, dans les 3 années qu'il a été prévôt que je analyse, 1298-1300, il a produit plus de 200 actes. Alors on voit que l'écriture commence à être vraiment cursive et les soins qu'on avait vus avant commencent à être réduits par, je pense, la masse des actes produits. Alors ça pour le document. Les sceaux, ici on les voit très bien. C'est un sceau que est celui de la chancellerie de la prévôté elle-même. Avant 1260, les prévôts scellaient avec son sceau privé. Après, c'est le sceau de la prévôté. Ici, la couleur, oui, je dirais
verte, brune, je ne sais pas quoi. Ici, on les voit mieux. C'était une cire brune. Quand même, le Corpus Philippicum donne toujours cire verte. Je pense en rapport à l'acte, à la validité éternelle de l'acte, parce que la cire verte, comme on sait, c'était pour les actes à validité éternelle, la cire blanche et jaune, c'était pour les actes à validité temporaire. Alors, à mon avis, c'est cire brune. Si on se rapporte ça, c'est la cire verte des actes de la chancellerie royale, on voit une différence de couleur. J'ai même lu qu'il y a des gens qui pensent que la couleur est changée, mais là je me demande pourquoi pas la couleur de la cire de la chancellerie royale. Elle n'a pas changé, elle est restée verte. Alors, oui, je ne fais autre que dire qu'à mon avis c'est brune, mais quand même, il y a toute une littérature qui dit que la cire était verte par rapport à la validité éternelle des documents. Il y a une autre chose que j'ai découvert. Tessier, manuel des diplomatiques, pas les derniers des manuels des diplomatiques, dit que la prévôté ne scellait jamais avec les contresceaux. Et c'est pas vrai. Tous les actes de la prévôté étaient avec les contresceaux. Et ici, on le voit très bien, c'est les contresceaux d'un acte de la prévôté. Bien, ici j'ai essayé de donner une localisation des biens qui font l'objet des actes. On voit que au moins jusqu'à 1270, on est dans l'espace de la prévôté au plus de la vicomté de Paris. On n'est pas encore à la fin du siècle où vraiment la prévôté gère des affaires sur tous les royaumes, plus ou moins. Je voudrais passer maintenant au dernier point de la conférence. C'est une analyse de la langue de la prévôté. Pour ce qui concerne la phonétique ou la graphie des phonèmes, je ne m'arrête que sur les 4 critères que j'ai nommés avant comme des critères linguistiques qui probablement sont importés à Paris, qui ne sont pas parisiens, mais qui sont importés. Alors, pour ce qui concerne la graphie OI, pour les issues de latin vulgaire et fermé, la prévôté utilise de façon presque cohérente OI. Alors déjà, l'innovation, quelle qu'en soit de la provenance orale ou écrite de cette innovation, mais la prévôté à l'innovation, sauf pour des mots à très haute fréquence comme aven, aveine, au lieu de avoine, et heirs au lieu de heuer, qui sera après la forme standardisée. Mais en général, c'est OI qui domine largement. Aussi pour les issues du O fermé latin vulgaire, c'est la innovation EU, E, au niveau phonétique, qui domine largement, sauf pour le type lexical seigneur. Pour le type lexical seigneur, il y a plein de seigneur, probablement de latinisme, mais c'est une exception. Pour le reste, EU domine largement. Pour la désinence de la première personne au subjonctif, à l'imparfait et au conditionnel, je n'ai pas des exemples dans le corpus, sauf que pour le subjonctif, sauf que pour l'indicatif présent, où la prévôté a encore des relicts, je suppose, en OM. La désinence générale parisienne sera 11, mais la prévôté a aussi des exemples de OM, et ça semble relier de façon, je dirais, résiduelle la prévôté, au même Paris, à la Normandie. Et on verra à la fin que la prévôté est insérée dans un réseau, et il y a certains liens avec l'Ouest,
en particulier la Normandie, avec l'Est, en particulier avec la Champagne, et avec le Nord, en particulier avec la Picardie, qui, à l'époque, arrivait aux portes de Paris. Et pour ce qui concerne l'innovation au lieu des yo, pendant tous les documents que j'ai lus jusqu'à maintenant du XIIIe siècle, il n'y a que yo. Alors là, on est encore à la forme dialectale parisienne. Il n'y a pas encore la forme standardisante o qui s'impose au XIVe siècle. Maintenant, ce qui m'a coupé, moi et mes collaborateurs, qui je remercie d'ailleurs Marco Robecchi et Christine Duzio, qui ont travaillé aux transcriptions et aussi aux analyses, quelques mots sur le lexique des chartes de la prévôté. Au début, je m'attendais à un lexique vraiment français, alors pas de régionalisme, pas de particularité parisienne. Quand même, il y a documenté dans le lexique de la prévôté des régionalismes. Par exemple, Quario, je le prononce en ancien français, qui est un sémantisme, un régionalisme sémantique. Les mots, il existe aussi ailleurs, mais avec le sens des mesures pour des grains, par exemple dans le franco-provençal. Ici, à Paris, et dans une bande entre les Loiret et la Yonne, il est attesté avec cet signifié particulier des mesures agraires. En tant que tel, il s'agit d'un régionalisme, oui. Pas seulement à Paris, mais de cette région. Après, j'ai trouvé dans les actes l'emploi du mot vente, mais pas dans l'usage courant, faire une vente, mais des parties d'une forêt ou d'un bois qui vient d'être coupé, probablement vendu après, mais dans ce sémantisme. L'exemple dans un document de 1266 est unique dans ce signifié, et le dictionnaire que j'ai consulté ne donne qu'une autre témoignage de Gast de Buygne, si je prononce bien, un auteur normand. Alors là aussi, il y a une connexion avec la Normandie. Il y a cette forme vignon pour vignoble, aussi une forme régionale qui est limitée aux régions autour de Paris, et elle embrasse aussi l'Eure et arrive jusqu'en Normandie. Et aussi l'exemple est tiré du document de 1261, et selon le dictionnaire, la première attestation de ce mot-là. Il y a parpoyer, pas parpailler, mais parpoyer. Avec cette O, ça semble être aussi un régionalisme de Paris. Après, il y a toute une série de lexèmes de l'emploi juridique à caractère régional. Là aussi, pas seulement parisien, mais avec l'inclusion des Paris. Ce n'est pas facile d'identifier des régionalismes parisiens. Alors, parmi eux, il y a censif, censive, des documents qu'on a à disposition, on voit bien que c'est Paris et au plus l'Île-de-France qui est l'épicentre de ce mot, censif. Après, il y a certaines sciences, cette élocution qui est attestée de la Picardie jusqu'en Champagne. Et là, ici, c'est un usage très typique de la chancellerie royale. Il y a Champard, ou Champard,
Là aussi, une diffusion très régionale qui va du Picard méridional d'un côté, de la Normandie de l'autre, jusqu'à Paris. Il y a chef Chance et Cher Chance qui dans plein de dictionnaires sont mêlés, bien que ce sont deux choses vraiment différenciées. Alors par exemple, Godefroy mêle chef Chance et chef Chance dans le même lemme. Là aussi, ce sont deux termes qui sont, oui, documentés à Paris et dans la région parisienne. On voit qu'il manque même dans des grands dictionnaires comme le Tobler-Lomatsch, qui, à lui, c'est un dictionnaire de la langue littéraire. Alors, peut-être que chef Chance et Cher Chance, oui, par hasard, n'ont jamais été utilisés dans la langue littéraire, mais à la fin, c'est un régionalisme de Paris. On continue avec chef seigneur, contre pledge, que c'est un mot qui relie Paris à la Normandie. Ici, à nouveau, l'acte de 1265 qui contient contre pledge, c'est la première attestation du mot. Il y a délaissé pour abandonner un bien, un droit. Ici, la particularité de la forme parisienne est qu'elle est écrite avec un S seul et avec les diphtongues transformés en E. Et avec cette orthographie, ou cette graphie ici, c'est typique de Paris. En dehors de Paris, c'est délaissé avec AI et deux S. Ici, c'est avec un E et l'S seul. Oui, on poursuit. JT, ménissance, portée droite, garantie. Alors, pour portée garantie, c'est une tournure qui est recensée dans les inventaires lexicographiques, mais pas portée droite garantie. Ça semble être un usage de la chancellerie de la prévôté. Même chose de reconnaître en droit. Ça semble être une tournure directement traduite du latin médiéval, rectum recognoscere. C'est quand même étonnant qu'aucun dictionnaire du français a recensé cette tournure. Elle n'apparaît que dans Diconche, mais en latin. Bien, il y a, pour terminer, trois mots qui sont et des locutions régionales et des mots juridiques, croix de sens, dont le signifié rente payée au Seigneur sur les héritages en plus du sens. C'est une attestation unique pour le moment dans tout l'ensemble des documents linguistiques de la France. Il y a cette tournure don entre vie par rapport au testament qui est entre un vie et un mort. Là aussi, c'est une tournure qui semble être parisienne. Et à la fin, par son loyal créon, parce que aussi les documents du reste du nord de la France utilisent par son créon. Et ça semble, à moi, en base des documents, c'est la prévôté et c'est la chancellerie royale, l'ajout de l'adjectif loyal par son, ou par leur loyal créon, ça semble être, oui, un usage limité et propre à la cour de Paris, chancellerie royale et prévôté de Paris. Bien. Je viens à la fin. Oui, j'ai, avec mes collaborateurs, analysé une quarantaine d'actes jusqu'à maintenant. Maintenant, ça sera les centaines qui va s'ajouter.
on voit que au niveau général, la scripta de la prévôté de Paris a une tendance invariante. Elle est déjà très très fixée par rapport aux autres scriptas en même temps. Probablement parce que, oui, c'est une scripta secondaire, mais à ce point-là, elle se fixe plus tôt que d'autres scripta. Au moins, parmi les documents les plus anciens, il semble avoir une certaine coupure en 1265. Là, il semble avoir une certaine innovation à la prévôté de Paris. C'est ce que je désume, voyant qu'avant, c'est nos qui domine, après c'est nous. Avant, c'est achaté qui domine, après c'est acheté qui domine. Mais oui, ça peut être que pour l'instant ce soit par hasard. On verra mieux quand on aura analysé tous les actes jusqu'à la fin du siècle. Ce qu'on voit est que, oui, la scripta de la prévôté, comme on la voit dans ces documents-là, elle se rapproche pour certains traits avec la scripta normande orientale et picard méridionale. Par exemple, elle n'utilise, on parle de la scripta de Paris, de la prévôté, la forme femme avec A. Pas de femme, seulement de femmes, et ça comme, oui, la Normandie orientale et les Picardie méridionales. Les nexus consonnes avec Ica, ça donne chez, même à Paris, Grange par exemple, ça aussi, ça va avec la Picardie. Il y a des lexèmes que j'ai nommés avant, Contreplèche, Par, Paillé, Champard, où la prévôté va avec la Normandie. Mais naturellement, il n'y a pas d'exemple des cas à conserver. Alors c'est partout chat, et ça éloigne la scripta parisienne pleinement de la Picardie. Il y a ce trait d'une survie des hommes comme désignance de la première personne de l'indicatif présent. Ça aussi, ça va avec la Normandie. Avec l'Ouest, la prévôté a les deux entre les groupes NR, vendre, prendre. C'est pas encore total. Il y a encore des formes sens 2 dans la période que j'ai analysée jusqu'à maintenant. Avec l'Est, la prévôté a une solidarité en utilisant aige pour viaticum. Alors, le suffixe heritage, c'est pas héritage, mais c'est heritage. Et la forme contractée OU pour on le. En résumant, et ça sera aussi la conclusion, après cette analyse quand même provisoire de la scripta de la prévôté, on voit que les Français utilisaient dans cette chancellerie, il naît, et ça je rigole, mais c'est une formulation de Serge Lusignan qui me plaît beaucoup, les Français à la prévôté, il naît adulte. Alors il n'a pas sa jeunesse où il cherche à trouver sa norme. Il y a des hésitations, il y a des variations, mais une variation très réduite. Alors on voit que, oui, à la fin, c'est un français très mûr, le français de la prévôté, et on voit bien que ce sont les mêmes scripts qui ont utilisé le latin qui passe, oui, je disais, presque d'un jour à l'autre au français. Alors il était habitué d'écrire des chartes, il était habitué à utiliser une langue juridique, et il semble qu'ils étaient déjà habitués à utiliser le français, parce que
quand il passe au français en tant que notaire et en tant que scribe des actes, oui, il les maîtrise d'une façon très très bonne, je dirais. Bien. Alors ça sera tout. Merci de votre attention et s'il y a des questions, bien volontiers. Merci à vous.